Si vous me permettez, la chaise, là, nous, on est quand même inclusif, là, on n'exclut personne, y compris les chaises qui ont perdu ce soir. Alors, je vais me l'approprier pour m'asseoir, pour vous lire un texte que je vous ai préparé, qui est un appel aux indépendantistes, en espérant que ceux qui n'entendent pas tout récupèrent le reste à travers la vidéo, j'imagine, qui sera mise en ligne. Alors, avec votre permission, contrairement à mon habitude de spontanément m'adresser à vous, j'ai préparé un texte. Le Québec, comme vous le savez, couvre des métamorphoses importantes. Dans ces métamorphoses, il y a des bouchards et des bouchards qui s'affrontent. Il y a des bouchards lucides, il y a des bouchards solidaires. Évidemment, Lucien appartient à des élites, à une élite dont les comportements maintenant se révèlent de plus en plus corrompus, pour se substituer à la volonté populaire, décider à la place du peuple québécois, corrompre et assujettir les élites politiques pour orienter les décisions qui, en principe, reviennent à la volonté de la population, qui doit démocratiquement non pas s'exprimer lorsqu'on est devant le choix, devant les urnes, mais une fois au pouvoir, les partis qui ont fait des promesses et ont acquis le pouvoir sur la base de ces promesses. Heureusement, on a maintenant de plus en plus d'autres bouchards, des Sébastiens, des solidaires, et c'est au nom de ces solidaires-là que je m'adresse à nos amis indépendantistes qui se questionnent. Le patronat québécois a été historiquement l'adversaire la plus farouche et le plus efficace de la souveraineté économique et politique du Québec. D'aucuns entretiennent cependant encore l'illusion qu'une partie de l'élite économique donnera un jour, comme en 1995, son feu vert à ceux qui, comme la direction du PQ, attendent son autorisation avant de solliciter le peuple au rendez-vous avec son avenir. Force est de constater que les choses ont bien changé depuis 1995. Le segment nationaliste formé par certains barons du Québec Inc. tend à être de plus en plus ténu et isolé. Tant au cours des 15 dernières années, la classe économique du Québec a été efficacement et durablement intégrée à celle de Bay Street et de Wall Street. Les incroyables compromis et acrobaties politiques consentis par le PQ pour rendre service à l'empire médiatique québécois, l'histoire de l'amphithéâtre, l'histoire de la nomination de Pierre-Carl Péladeau à Hydro-Québec et j'en passe, auront sans doute été faits dans l'espoir d'en faire un allié stratégique dans une éventuelle initiative indépendantiste à venir. Mais aussi exceptionnel et désintéressé que puisse être cet appui, ce qui reste bien entendu à prouver et à éprouver. Cet appui du patronat québécois représente une fraction très minoritaire du milieu patronal. L'essentiel des forces organisées du secteur privé agit aujourd'hui comme dans le passé de manière cohérente et constante pour maintenir le Québec dans le statu quo actuel qui lui convient parfaitement. Pourtant, au cours de ces 8 derniers mois de pouvoir, le PQ a soumis ses décisions, parfois de façon caricaturale, aux desiderata de l'élite économique. Les indépendantistes progressistes qui ont donné leur appui au PQ depuis de très nombreuses années assistent avec découragement à l'incapacité du PQ à décider de ses orientations en toute indépendance du milieu des affaires. Ceci a entraîné de nombreux revirements pénibles et controversés qui coûtent cher en appui populaire au Parti québécois. Beaucoup se demandent comment le Parti québécois compte-t-il vraiment susciter l'enthousiasme de la population, obtenir l'appui nécessaire à une majorité et agir de manière décidée pour réaliser l'indépendance du Québec. En effet, comment le Parti québécois compte-t-il inspirer, mobiliser, convaincre la population de faire preuve du courage collectif nécessaire à la réalisation de l'indépendance après avoir renié d'une manière aussi désolante et veule
une fois au pouvoir, toutes ses promesses les plus essentielles sur la taxe santé, sur les droits miniers, sur l'impôt des riches et j'en passe, de peur d'effaroucher le milieu des affaires. Comment veut-il compter sur les couches populaires après avoir coupé dans les maigres revenus des assistés sociaux, sans tenir compte de l'avis contraire de tout le monde, mais vraiment tout le monde, à l'exception peut-être de Richard Martineau et quelques animateurs de Radio X que vous connaissez mieux ici. Comment veut-il attirer les classes moyennes après avoir coupé des centaines de millions en santé et continuer à peu près en tout point le projet sournois de privatisation des services et les PPP lancés par les libéraux? Comment veut-il mobiliser les secteurs les plus actifs et les plus progressistes après avoir nommé Pierre Calpelado adversaire primaire des droits sociaux et de la social-démocratie, si ce n'est de l'État lui-même? Après avoir donc nommé Pierre Calpelado à la tête de la plus grande entreprise publique, de quoi faire réellement rager et rougir de honte René Lévesque dans sa tombe. Comment veut-il rallier les écologistes? Je parle du PQ. Comment le PQ veut-il rallier les écologistes avec le clientélisme de bas étage qui consiste à troquer un des joyaux du patrimoine naturel du Québec, Val-Jalbert, pour garder l'appui de quelques caciques locaux et des barons du génie conseil, et ce, à grands frais pour les contribuables? Quel signal envoie le PQ aux vautours qui rôdent alentour de nos ressources naturelles et au reste du monde? Si ce n'est que le PQ est aussi disposé que le Parti libéral de Jean Charest de solder nos ressources à vil prix, qu'il n'est même pas capable de résister au lobby minier pour respecter un engagement aussi simple, aussi primaire, aussi facile à tenir que la date butoir de 2025 pour le 50% de protection du territoire et du 20% du territoire nordique d'ici 2020, reniant du coup encore une de ses promesses et nos engagements internationaux. Est-ce là le genre d'inspiration pour le peuple à qui nous voulons donner le goût de la liberté et de la souveraineté? Comment le PQ peut-il espérer convaincre notre peuple que la souveraineté est pour son bien après avoir bafoué ses principes au point de s'en prendre aux plus démunis des mal pris en introduisant l'alcool dans les aires de jeu, connaissant fort bien tout le risque que ça représente pour le jeu pathologique qui l'accompagne? Et ce, en fait, une décision que même les libéraux n'ont pas eu l'indécence de prendre. Alors que sur des milliards de bénéfices déclarés, je parle des bénéfices déclarés, des grandes entreprises ne payent que 2% d'impôts effectifs au Québec, alors qu'il y a 90 milliards de l'argent des Québécois et d'entreprises très nantis qui se trouvent dans les paradis fiscaux, le PQ, faute de courage politique, et avec une myopie digne d'un autre Bouchard que Sébastien, le PQ a fait son déficit zéro en coupant dans les services et en alourdissant le fardeau des citoyens ordinaires. Pourquoi alors? Pourquoi, je demande à nos amis indépendantistes qui espèrent encore quelque chose dans le PQ, pourquoi alors, faut-il se demander, les gens qu'on a brimés, ces citoyens ordinaires, devraient-ils prendre le risque de suivre un parti aussi insensible et timoré dans une aventure aussi engageante et tumultueuse que la marche vers l'indépendance du Québec? Dans un texte éclairant sur les résultats des élections récentes en Équateur, un politologue et sociologue argentin du nom de Atilio Boron tente de tirer quelques leçons qui pourraient peut-être nous éclairer, tous ceux et celles qui, comme nous, sont soucieux de voir comment est-ce que le peuple peut exercer sa souveraineté populaire et faire du Québec un pays. Donc, comment tirer les leçons de cette victoire convaincante du président progressiste Rafael Correa, qui pourrait bien nous servir? Dans le cas de Correa, après 6 années au pouvoir et en dépit de la farouche opposition des élites d'affaires, des grands groupes médiatiques et même de l'Assemblée nationale, le président sortant Rafael Correa a réussi le tour de force d'accroître son appui électoral en remportant 57% des voix au premier tour. Ça, c'est une victoire écrasante quand on connaît l'histoire récente des 20-25 dernières années de l'Équateur. Ceci est d'autant plus étonnant et riche en enseignements
que Correa n'avait obtenu que 51% en 2009 et encore moins au premier tour des élections qu'il l'avait vu remporter pour la première fois la victoire à l'issue de la révolution citoyenne des années 2005-2006. Selon Boron, le succès écrasant de Correa prouve que si un gouvernement, et là je m'adresse à nos amis indépendantistes, à cette gauche sociale forte, progressiste au Québec, qui est majoritaire si on pense à sa capacité de mobiliser sur les grandes orientations, sur les grands enjeux de société que sont la défense des services publics, la justice fiscale, la justice sociale. Je les interpelle en disant que le succès de Correa prouve que si un gouvernement obéit au mandat populaire et met en place des politiques publiques dont bénéficient les majorités nationales, ce qui finalement est le sens de la démocratie, la loyauté de l'électorat du peuple peut être considérée comme sûre. La manipulation des oligarchies médiatiques, aussi puissantes soient-elles, la conspiration des classes dominantes et les stratagèmes de l'impérialisme s'écrasent contre le mur de la fidélité populaire. Et qu'a-t-on besoin le jour qui va compter, le jour où le peuple sera convié à mettre son X devant les choix qui s'offrent pour son avenir? C'est de la fidélité de notre peuple, un élan d'émancipation dont on est les promoteurs comme indépendantistes. Le triomphe de Correa démontre, je cite encore, démontre aussi que la thèse conformiste si répandue dans la pensée politique conventionnelle qui a cours ici, à savoir que le pouvoir use, est seulement valable en démocratie quand le pouvoir est exercé au bénéfice des minorités riches ou quand le processus de transformation sociale perd leur consistance, hésite et finissent par se diluer. Il semble que M. Boron, en pensant écrire sur l'Amérique latine, est en train de diagnostiquer le destin du Parti québécois. Un parti qui a abandonné toute idée de transformation sociale et dont le projet a perdu consistance, est devenu hésitant au point de complètement se diluer, sinon s'anéantir. Pour commenter sa victoire, le président équatorien avait pris lui-même la peine d'insister sur l'importance d'agir avec détermination. Ou nous changeons le pays maintenant, avait-il dit, ou nous changeons le pays maintenant, ou nous ne le changerons plus. Le projet de créer un ordre social basé sur le socialisme du Sumak Kamway, du Sumak Kawsay, Sumak Kawsay, en langue autochtone, c'est le bon vivre au sens des traditions autochtones communautaires des peuples autochtones d'Amérique latine. Donc, Raphaël Correa dit, le projet de créer un ordre social basé sur le socialisme du Sumak Kawsay, le bon vivre de nos peuples originaires, exige d'agir avec rapidité et détermination. Rapidité et détermination. À l'opposé de Correa, malgré des milliers de sympathisants prêts à agir, à se mobiliser, enthousiastes de commencer à se mobiliser pour l'indépendance, je parle de ces milliers de citoyens, sympathisants, membres ou qui ont voté pour le PQ, mais qui ont le cœur à gauche, ils sont progressistes et ils sont sincères. Malgré donc cet enthousiasme, cette bonne volonté de ces milliers, sinon de ces dizaines de milliers de gens, le PQ s'emploie à gérer timidement une province, provincia, pour les vaincus, telle que définie par les Romains, par les impérialistes. Donc, à gérer timidement une province, souvent dans les traces des libéraux. Une grande majorité des députés même du PQ, je peux vous l'affirmer, je les fréquente. Une grande majorité des députés du PQ vivent un profond malaise et doivent penser comme moi, comme nous, que comme peuple, comme nation, nous méritons mieux comme horizon politique que ce à quoi nous condamne aujourd'hui la direction du Parti québécois. Pour celles et ceux qui, avec sincérité de bonne foi, continuent à attendre du PQ de faire l'indépendance, une question doit peu à peu s'imposer. Dans les conditions actuelles de la soumission de la direction du PQ au milieu des affaires, comment ce parti pourra-t-il poser les gestes audacieux qui devront accompagner la marche du peuple québécois vers son indépendance nationale? Le PQ attend avec toute évidence. Ce qui est évident, c'est que le PQ attend une permission du milieu patronal, qui ne viendra certainement pas, on le sait.
Pour ceux d'entre nous qui voulons l'indépendance sans attendre cette permission, ni la direction du PQ, je signale, en toute modestie, mêlée d'enthousiasme, qu'il y a d'autres choix, qu'il y a des choix politiques à la portée de notre peuple. Un choix qui s'impose naturellement quand on fait le bilan lucide du passé et du présent du Parti québécois. Un bilan que les Jean-Pierre Charbonneau, les Sébastien Bouchard, moi-même et vous, nous avons fait. Ce bilan a été effectué de manière répétée dans plusieurs cycles depuis 1997 et a donné naissance au RAP, puis à l'Union des forces progressistes et enfin à Québec solidaire. Il en a émergé ainsi un projet de société et une stratégie pour faire du Québec un pays. Alors, à nos amis indépendantistes, à tous ces progressistes qui continuent à espérer illusoirement que le PQ, que la direction du PQ, quel que soit, nonobstant de sa détermination réelle ou pas, de sa bonne volonté, que la direction et le Parti québécois au gouvernement aient en quelque sens la capacité, dans l'état de soumission qu'ils sont au patronat, avec les décisions qu'ils se font imposer, les conséquences sur l'appui populaire, à tous ces progressistes qui se questionnent donc sur cette volonté ou cette capacité, humblement, je les convie à considérer le choix de Québec solidaire pour faire du Québec un pays souverain où la souveraineté de notre peuple va enfin se réaliser. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin avec, tu fasses